Alors bonjour tout le monde. Cette semaine, le but du vidéo, ça va être de vous présenter les technologies qu'on utilise pour étudier les grands réseaux cognitifs au niveau du cerveau. Puis vous allez voir, cette vidéo-là va servir de base pour les prochaines vidéos à venir où on va discuter des impacts, entre autres des hautes technologies, des médias numériques et de l'intelligence artificielle sur le développement des grands réseaux cognitifs. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre les données qui seront présentées dans ces autres vidéos-là, ben, à la base, c'est important de bien comprendre comment nous, on mesure et on étudie ça. Alors, sans plus tarder, je vous introduis Donald Hebb. Donald Hebb, c'est un psychologue canadien qui, en 1949, a fondé une théorie qu'on appelle la théorie des assemblées de neurones. Puis Donald Hebb, ce qu'il nous a dit, c'est que des neurones qui vont émettre un signal en même temps, un signal similaire, vont probablement être connectés et faire partie du même réseau cognitif. C'est vraiment l'inventeur du concept des réseaux de neurones. Je parle des réseaux de neurones biologiques, évidemment. Il a dit en fait cette phrase célèbre maintenant, toute simple, Those cells that fire together wire together. Donc, si des cellules émettent un signal similaire en même temps, bien, elles sont probablement connectées. Puis aujourd'hui encore, dans les neurosciences modernes, après presque 100 ans, on travaille encore avec ce concept-là. Donc, la théorie des graphes, c'est simplement une théorie qui utilise deux éléments, donc des nœuds et des arêtes. Des nœuds qui sont des genres de centres desquels vont partir et arriver des arêtes qui vont relier différents nœuds. Donc, on utilise ces deux éléments-là pour modéliser des grands réseaux complexes. Ça a l'air compliqué? Ça ne l'est pas tant que ça. Je vous donne un exemple très concret. Je vous présente les réseaux de vol d'Air Canada en Amérique du Nord. Donc, vous voyez qu'il y a des nœuds qui sont très importants. Toronto, entre autres, est une plaque tournante pour les vols d'Air Canada. Donc, c'est un nœud qui est très, très gros, il est très important. Beaucoup plus important que Moncton, par exemple, qui, lui, est beaucoup plus petit sur notre ensemble des graphes. Moncton est ici, Toronto est là. Et vous voyez qu'il y a infiniment plus d'arêtes en départ et en arrivée de Toronto que de Moncton. Donc, on utilise ce même genre de reconstruction-là pour modéliser des grands réseaux neurologiques. On va prendre donc des nœuds qui représentent des grands ensembles de neurones qui vont se connecter à d'autres nœuds et ainsi de suite. Puis on utilise ce que Dr. Hebb nous a légué. Donc, si des neurones déchargent en même temps, bien, ils sont nécessairement connectés. Puis là, on essaie de reconstruire ces connexions-là. Donc, on va utiliser la théorie de l'ensemble des graphes pour modéliser les grands réseaux cognitifs. Puis on prend pour acquis que les fonctions cognitives, nos processus cognitifs émergent de ces grands réseaux neuronaux-là. Là, vous allez dire, bien, c'est évident, mais croyez-le ou non, c'est pas si clairement démontré que ça, mais on présume que c'est le cas, puis ça fait du sens de le faire. Donc, on prend quand même la présomption que les grands réseaux cognitifs émergent des groupes de neurones qui sont interconnectés, puis on va utiliser deux types de technologies de résonance magnétique pour démontrer ces grands réseaux-là. La première, c'est ce qu'on appelle l'IRM de diffusion. Donc, l'IRM de diffusion, c'est quoi? Quand on met le cerveau d'un patient dans la résonance magnétique, il y a différentes choses qu'on peut mesurer. Puis dans ce cas-là, ce qu'on mesure, c'est le mouvement des molécules d'eau. Donc, les molécules d'eau dans le cerveau, parce que votre cerveau baigne dans du liquide, vont suivre la structure de votre cerveau. Et donc, s'il y a des fibres, bien, les molécules d'eau vont migrer le long des fibres. Et lorsqu'on recueille, lorsqu'on capture ces mouvements-là, là, il y a des mathématiciens qui vont s'intéresser à développer des algorithmes qu'on appelle de la tractographie pour connecter ces mouvements-là ensemble. Et là, on vient de créer, comme on le voit ici, des fibres de neurones. Donc, on présume que ces mouvements-là traduisent l'anatomie des fibres de neurones. Donc là, on est capable de modéliser nos arêtes sur notre ensemble de graphes. Maintenant, qu'en est-il des nœuds? Bien, pour modéliser les nœuds, il faut trouver les groupes de neurones qui s'activent. Et là, on va utiliser une technologie qu'on appelle la résonance magnétique fonctionnelle. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre que dans votre cerveau, il y a des groupes de neurones qui sont plus actifs que d'autres. Comme moi, je suis en train de vous parler en ce moment. Or, les neurones de mon aire du langage sont plus activés que les neurones qui seraient mobilisés si je faisais de l'exercice physique, par exemple. Ces neurones-là étant plus mobilisés, demandent plus d'énergie. Demandant plus d'énergie, les vaisseaux sanguins qui amènent le sang dans cette région-là sont plus dilatés. Et en résonance magnétique, on est capable de décoder
non seulement la dilatation des vaisseaux, mais surtout l'extraction en oxygène dans le vaisseau sanguin. Et en mesurant ce signal-là, on est capable de présumer les endroits du cerveau qui sont le plus activés. Donc, on prend un patient, on le met dans la résonance magnétique et on lui dit « Parlez-nous de votre maison, entre autres. » Et là, ben, les neurones qui vont s'activer lors de cette activité-là, ben, on va présumer que ce sont des neurones qui sont mobilisés pour l'activité en question. Donc, comme vous le voyez ici, vous voyez les régions rouges qui sont là, ben, c'est des régions que le radiologiste qui a étudié cette image-là a été capable d'identifier comme étant statistiquement plus active parce qu'elle mobilise plus de sang. Donc, en utilisant ça, puis en utilisant aussi une technique qui nous permet de bien voir les fibres qui relient les neurones, bien, on est capable de faire ce qu'on appelle la connectivité en utilisant justement la théorie des graphes. Et là, je vous mets en garde, je vais revenir là-dessus à la fin du vidéo, mais bien que ces images-là soient franchement spectaculaires, hein, ces images de fibres-là, il faut réaliser que cela ne représente qu'un modèle assez grossier. Il y a environ 1 million de fibres là-dessus, et dans le cerveau, il y a 4 fois 10 à la 15 connexions qui changent dans le temps. Donc, c'est un modèle qui est limité dans sa portée, cependant. Et à l'aide de ces deux technologies-là, on va faire ce qu'on appelle des cartes de connectivité. Donc, on va essayer d'établir les grands réseaux cognitifs en utilisant ces technologies-là. Pour l'instant, il y a différents, je vous dirais, il y a différents groupes de recherche qui s'affairent à bien caractériser les modèles cognitifs. Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a 7 grands réseaux cognitifs dans le cerveau. Et moi, je vais attirer votre attention sur des réseaux cognitifs que vous voyez apparaître en bleu, donc qui sont le réseau de défaut, le réseau exécutif et le réseau de science, parce que ce sont les réseaux qui vont majoritairement être impliqués dans le fonctionnement cognitif global et qui vont majoritairement être impactés lorsqu'on parle des technologies digitales. Donc, ces 3 réseaux-là sont organisés selon la hiérarchie suivante. Vous avez d'abord le réseau de science, qui, lui, est un genre d'aiguilleur. Lui, ce qu'il va décider, c'est est-ce que votre cerveau va être majoritairement entraîné à travailler via le réseau central exécutif que vous voyez apparaître en bleu, ou au contraire, est-ce que votre cerveau va être un réseau de modes de défaut? Mais le point essentiel, c'est que le cerveau ne sera jamais dans les deux modes en même temps. Donc, c'est le réseau de science qui décide dans lequel des deux modes vous opérez. Puis ça, on va le voir tantôt, ça a vraiment une importance primordiale. Donc, je vous parle rapidement de ces deux réseaux-là. Le réseau de mode de défaut. Le réseau de mode de défaut, c'est le réseau que moi j'appelle le réseau de vagabondage cognitif. C'est-à-dire que c'est le réseau qui s'active quand on est dans la Lune. Hein? Quand on pense à nos vacances. Moi, souvent, je donne des présentations, puis je vois que l'intérêt commence à vaciller après 45-50 minutes. Puis là, je pointe des gens là, dans l'assistance, je leur dis, vous êtes en réseau de mode de défaut. Là. Vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire ce soir, vous êtes en train de penser à vos vacances d'été. Et ça, cette activité-là, c'est vraiment très important. C'est important d'être dans la Lune. C'est important de se laisser aller dans le rêve, aller dans le vagabondage, parce que c'est dans ces moments-là qu'on construit notre identité, qu'on construit notre identité du moi, qu'on réfléchit sur notre existence, qu'on réfléchit à qui on est et à qui on veut être. Donc ça, c'est le réseau de mode de défaut. Lorsque ce réseau-là n'est pas activé, en général, c'est notre réseau central exécutif qui est activé. Puis lui, ben, c'est une manière très, très simple de le résumer. Lui, c'est le réseau qui s'occupe du trafic de l'information dans votre cerveau. Donc, c'est lui qui gère toutes vos ressources attentionnelles. Dès que vous faites une tâche cognitive, c'est le réseau central exécutif qui s'active. Et évidemment, le réseau de mode de défaut, lui, est délaissé. Puis si vous entrez en réseau de mode de défaut, ben là, le réseau central exécutif, lui, ne peut pas faire son travail. Alors, c'est bien difficile d'être très, très performant lorsqu'on est dans la Lune. Donc, ça, c'est les deux grands réseaux que je voulais vous présenter parce qu'on va en discuter plus en détail dans des prochaines vidéos où on va parler de l'impact des technologies numériques. Mais encore une fois, je veux vous mettre en garde parce que ces avancées-là qu'on a faites dans les 20, je devrais dire les 30 dernières années en neurosciences, c'est fabuleux, mais c'est quand même, c'est limité, puis il faut réaliser la limite dans la portée de ça. Donc,
souvent, moi, je dis, ben, je- j'insiste sur le fait que on est pas mal rendu au bout de ce qu'on pouvait faire avec la résonance magnétique en termes de résolution spatiale. Puis, il faut réaliser que c'est limité. Je vous montre ici une image. Ça, c'est une image qu'on a publiée avec Dr. Whittingstall puis Dr. Maxime Descoteaux il y a une quinzaine d'années. On a publié un travail où on a reconstruit un des grands réseaux cognitifs qu'on appelle le réseau visuospatial. Et vous voyez l'image que ça donne avec le réseau de graphes qui est là. Donc, vous voyez qu'il y a 6 nœuds et 7 arêtes. Donc, c'est beau, c'est un modèle, mais c'est un modèle clairement sursimplifié, il faut comprendre ça. Hein? On ne peut pas penser que c'est simple comme ça dans le cerveau. Puis je veux juste cerner le fait que lorsqu'on travaille comme ça, ben, notre résolution est assez limitée. Alors, l'exemple que je donne, c'est l'exemple de Google. Puis je montre une carte et je vous dis, moi, je travaille au CHU à Sherbrooke. Donc, je vous montre sur la carte où je travaille. Puis je veux vous faire prendre conscience de mon degré de résolution quand on travaille avec ces instruments-là. Je travaille à Sherbrooke. Je travaille à Sherbrooke. Je travaille à Sherbrooke. Donc, il faut comprendre que notre résolution est quand même extrêmement limitée. Ce sont des modèles. C'est des modèles qui vont être amenés à se bonifier dans le futur, mais pour l'instant, c'est avec ça qu'on travaille. Puis, encore une fois, pour vous donner un ordre de grandeur, puis vous expliquer la limite de ce qu'on fait, et ça, on pourra mettre le lien de l'article. Ça, ça réfère à un article qui est paru il y a 2 ans dans Science, où des chercheurs du MIT ont pris 1 mm3 de cerveau humain, l'ont coupé en 5000 coupes de 30 nanomètres, et dans ce millimètre cube-là, ils ont identifié un total de 57 000 neurones et 130 millions de synapses. Et ils ont essayé de faire runner ça dans un super ordinateur et le jeu de données était trop gros lorsqu'ils essaient d'inclure des éléments additionnels. Alors, vous voyez que ça, avec quoi on travaille en ce moment pour reconstruire les grands réseaux cognitifs, bien, ça a quand même une certaine limite. On est très loin de cette résolution-là. Juste pour vous montrer des images extraites de ce papier-là qui sont fabuleuses. Puis je termine là-dessus. Je veux juste vous montrer le type d'évolution qu'on a connu dans les 20 dernières années. Moi, j'ai fait mon cours de médecine dans les années 90 et lorsqu'on étudiait le réseau du langage, bien, c'était ça le réseau du langage. C'était 2 régions cérébrales, soit l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui étaient reliées par un réseau de fibres qu'on appelle le faisceau arqué. Donc, quand moi j'ai appris le langage, c'est comme ça que je l'ai appris. Maintenant, je vous montre une image qui est extraite de mon 3e livre, Le cerveau, l'univers dans votre tête, qui vous montre le réseau de langage actuel, moderne, où on est rendu. Voyez-vous, c'est à plus l'air de ça, le réseau de langage moderne. Puis il y a fort à parier que dans 100 ans, ça va s'être encore complexifié de manière très importante. Alors, la technologie continue d'évoluer. On travaille avec des instruments qui sont limités, qui nous permettent de faire des modèles dont la résolution est limitée, des modèles de l'objet le plus complexe connu dans l'univers, le cerveau humain. Alors, il faut toujours garder ça en tête. Et je termine là-dessus. Donc, armé maintenant de ces connaissances-là, on va utiliser ce qu'on vient de voir dans cette vidéo-là, puis dans les deux prochaines vidéos, on va explorer d'abord l'impact des technologies numériques sur le cerveau, pourquoi c'est important de sortir les téléphones cellulaires des écoles, puis dans l'autre vidéo qui suivra, on va s'intéresser à l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement du cerveau, puis pourquoi, encore ici, c'est important d'exercer ou de mettre en place certains garde-fous pour limiter l'utilisation de cette technologie. Alors, merci de votre attention. On se revoit bientôt. Alors, merci tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que c'est utile. Nous, on a beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos-là sur le cerveau, à faire de la vulgarisation scientifique sur le cerveau et les neurosciences. Et vous savez que c'est pour la bonne cause. Hein? Les fonds de ça sont versés au Fonds Cœur en tête, qui est une fondation qui finance spécifiquement mon laboratoire qui fait de la recherche sur les tumeurs cérébrales. Alors, merci d'être là. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner de l'amour, donc appuyez sur j'aime. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton de notification aussi pour être avisé lorsque nos prochaines vidéos vont être publiées. On va en publier environ 1 ou 2 semaines ou 1 par semaine, dépendamment. Vous avez aussi un lien qui vous permet d'avoir accès
à mon site Internet sur lequel vous allez retrouver de l'information sur les activités médiatiques à venir, les publications, et les nouveaux livres qui sortent. Puis sur la chaîne, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous avez des commentaires, et surtout si vous avez des questions qui touchent aux neurosciences ou au fonctionnement du cerveau, n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Ça va vraiment nous faire plaisir d'y répondre. Ça va nous faire plaisir de revenir sur certains sujets d'actualité en neurosciences aussi. Donc, merci d'être là, puis au plaisir.